Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maya Termination de la section Viso à Vive. Maya, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de médias et de stratégie de communication avec notre invitée Leslie Valency, que je salue. Bonjour Leslie. Bonjour Lise, bonjour Maya. Bonjour. Oui, Lise, j'ai été hypnotisée par la mise en scène de la libération des otages. Fascination malsaine et dégoût de participer malgré moi à ce spectacle cynique en regardant en direct les libérations. Parce que comment ne pas les regarder ? C'est ça la question. Mais comment aussi ne pas voir quelle aubaine nous offrons ainsi au Hamas, cette audience gratuite auprès de tous les médias du monde ? J'ai été aussi très impressionnée par la maîtrise des codes de communication du Hamas, leur maniement habile des symboles. Quel est finalement l'impact de ces stratégies sur les médias qui couvrent l'événement ? Est-ce que les journalistes voient clair dans le jeu du Hamas et surtout, comment couvrir un tel événement sans se retrouver complice ? Pour en discuter, nous recevons Leslie Valency. Leslie, bonjour. Bonjour. Leslie, vous êtes attachée de presse et vous avez récemment monté un collectif, il s'appelle À Juste Titre ou AJT, son petit nom sur les réseaux, qui passe au crible la couverture médiatique liée à l'antisémitisme et qui repère les biais antisémites de certains journalistes exacerbés depuis le 7 octobre 2023. Absolument. AJT réunit une quarantaine d'experts, des journalistes, des attachés de presse comme vous, des communicants, des graphistes, etc. Et en plus des relations presse, vous êtes aussi entrepreneur. Vous avez monté une entreprise de bijoux qui s'appelle Atelier Crush et vous êtes mère de famille. Alors justement, Leslie Valency, tout d'abord, comment voyez-vous le rôle d'une attachée de presse ? Alors, je dirais que vos auditrices et auditeurs connaissent sans doute ce fameux sketch mythique des Likaku en attaché de presse. Donc, l'attaché de presse excentrique, exubérante, autoritaire, en fourrure léopard, qui parle très fort et qui harcèle les journalistes. Eh bien, je suis désolée de vous décevoir, mais on n'y est pas vraiment. Ouais. Déjà, vous portez pas de léopard. Oui, j'allais le dire. Je ne porte pas de léopard, effectivement. Je parle un peu fort, mais je ne parle pas de léopard. Mais il y a quand même cette phrase dans ce sketch d'Elikaku qui est, je vais essayer de bien la faire, mais je ne suis pas une très très bonne imitatrice. Ah non, c'est pas moi qui écris dans la presse. Moi, je convoque la presse nuance. Et du coup, ça résume un peu ce qu'est le métier d'attaché de presse. Autrement dit, être attaché de presse, c'est avant tout se faire l'intermédiaire entre une marque, une personnalité, une entreprise et les médias. Si vous voulez, mon travail, c'est de faire en sorte que l'information que mes clients veulent transmettre soit reprise par la presse sous une forme pertinente. Et ça veut dire que je peux aussi bien travailler avec une start-up qui vient de lever 10 millions d'euros et qui veut que son succès soit repris par des médias économiques. Alors, pas seulement pour faire joli, mais aussi pour attirer de nouveaux investisseurs, de nouveaux candidats. Je peux également travailler avec tout un tas d'experts, par exemple en ce moment avec un expert en intelligence artificielle qui veut se faire une place dans les médias et être interviewé sur les dernières tendances du secteur. Ça peut être aussi une association, une fondation qui vient de sortir une étude sociétale, par exemple, sur la crise du logement, le pouvoir d'achat des Français, la charge mentale. On va peut-être en parler tout à l'heure, d'ailleurs, de la charge mentale. Oui. Et qui veut provoquer une prise de conscience en passant par les médias. Ensuite, il y a tout ce qui est lancement de nouveaux produits dans la presse, donc des compléments alimentaires, des produits high-tech et tout un tas d'autres produits. Bref, c'est là où j'interviens, moi. Et je dirais que chaque sujet, chaque marque, chaque message mérite un traitement spécifique. Et mon métier, si je dois le résumer, c'est de construire les histoires qui vont bien et qui vont intéresser les journalistes et par la voix de ces journalistes, servir les intérêts de mes clients. Alors, petite confession à nos auditrices et nos auditeurs. Quand je vous ai proposé de participer à l'émission, Leslie, vous n'étiez pas très à l'aise. Je l'avoue. Vous m'aviez répondu qu'attaché de presse est un métier de l'ombre et que votre rôle est plutôt de mettre vos clients en lumière. Vous l'avez très bien expliqué d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est un réflexe d'attaché de presse ou de femme, selon vous ?
Parce que, en fait, vous n'êtes pas la seule femme à m'avoir répondu cela. Et elles ne sont pas toutes attachées de presse. Et surtout, est-ce qu'on peut faire les deux ? Se mettre en valeur tout en faisant briller ses clients. C'est une très bonne question. Honnêtement, je pense que déjà, c'est un réflexe et d'attaché de presse et de femme. Déjà, être attaché de presse, c'est naturellement être dans l'ombre, naturellement être en coulisses. Et en même temps, il y a ce truc assez féminin, je dirais, qui est d'avoir ce réflexe de se mettre en retrait, de ne pas vouloir prendre trop de place. Et je ne veux pas parler au nom de toutes les femmes, mais si je dois y trouver une raison dans mon cas personnel, je dirais que déjà, c'est une question de personnalité. J'ai jamais été la nana qui se met tout le temps en avant. Ce n'est pas du tout ma zone de confort. Et j'y vois aussi une question d'éducation. Alors, j'ai des parents qui m'ont très bien élevée, mais je pense que comme beaucoup de petites filles des années 80, années 90, j'ai beaucoup entendu « reste à ta place, fais pas trop de vagues, n'en fais pas trop, calme-toi ». Alors, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu et même dans mon choix de devenir attachée de presse, c'est un choix assumé et qui me convient très bien. Mais c'est vrai que d'où mon malaise quand vous m'avez contacté, Maya, enfin malaise entre guillemets, Oui. Parce que depuis que le Pas un malaise grave. Pas un malaise On grave. rassure tout le monde. C'est ça. Depuis que le collectif à juste titre est né, on a eu pas mal de demandes d'interviews que j'ai toujours refusées catégoriquement parce que je ne me sentais pas prête. Et vous avez vu Lise, chez nous, elle a accepté. Oui, C'est la classe quand même. elle a confiance en nous. Ça va Absolument. jusque-là, ce n'est pas usurpé, c'est bon. Ah non, ça n'est pas du tout usurpé. Et depuis peu, je commence à me sentir davantage prête à être là où ça servira le collectif. Et pour la petite histoire, la semaine dernière, j'en parlais avec mon mari et je lui ai dit, tu sais, je vais commencer à répondre un peu aux interviews parce qu'il le faut pour le collectif à juste titre. Bien sûr. Et il m'a dit cette phrase qui m'a marquée. Il m'a dit, écoute, mais fais-le pour toi aussi et regarde autour de toi. Que ce soit dans le milieu associatif ou dans d'autres milieux, les femmes ont tendance à s'investir pour la cause, pour le projet, tandis que beaucoup d'hommes ont tendance à s'investir pour leur cause. Alors, je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais en tout cas, je me suis vachement reconnue là-dedans. J'adore cette phrase. C'est Oui, vrai. C'est vrai. C'est incroyable. C'est tellement vrai. Et, Oui. et je ne sais pas à qui l'a pompé mon mari, on se renseignera, mais en tout cas, j'ai envie En de tous dire les cas, aujourd'hui que bravo c'est au celle mari. de mon mari. Voilà, Bravo, au Marie, oui. Et je me reconnais bien là-dedans parce que même dans l'autopromotion, vous savez, dans mon métier, j'observe mes confrères qui vont parler sur les réseaux sociaux beaucoup plus que les femmes attachées de presse. Donc, ça va être j'ai signé tel ou tel contrat, j'ai placé cet article, ce client dans le Parisien, c'est incroyable. Bon, c'est pas du tout un jugement, encore une fois, je trouve ça très bien. Sauf que le principe de se promouvoir soi-même, ce n'est pas quelque chose qui me ressemble. Et c'est marrant parce que je pense que ça peut aussi être un atout. En tout cas, pour moi, je trouve que ça l'est dans certaines situations. J'ai un client qui m'a dit récemment, tu sais, quand je cherchais une attachée de presse, j'ai fait mes petites recherches et ton nom est revenu plusieurs fois alors qu'on ne te connaît pas. Je ne l'ai pas du tout mal pris. Pour moi, c'est un compliment, c'est même très flatteur. Ben oui, bien sûr. C'est Enfin, votre travail qui parle. en fait. Voilà, c'est Oui. le travail qui parle. C'est le résultat. Absolument, c'est le résultat qui parle. Et c'est vrai que je ne vais pas aux soirées, je me mets pas en avant, j'ai pas, je copine pas énormément avec les journalistes et je mets assez peu mon travail en avant. Avec Et- nous un peu quand même. Non, je Oui, plaisante. avec vous aujourd'hui, oui, mais Non, je plaisante. il y a pas de Leslie. souci. Oui. Mais c'est vrai que bon, jusqu'ici, le bouche à oreille a fonctionné, donc tant mieux. Donc je dirais que oui, on peut absolument être attaché de presse et prendre un petit peu de lumière, mais je crois que c'est une question de curseur, de curseur dans ce qu'on est prêt à donner de soi ou pas. Alors, lors de la dernière émission Viso à Vive, nous avons reçu Diana Paola Lévy, ancienne présidente de la Viso France et coach, qui a sorti un manuel pratique pour remédier au syndrome du bon élève qu'elle définit comme perfectionnisme qui peut nuire à l'épanouissement personnel et professionnel. Est-ce que vous vous retrouvez, comme beaucoup d'entre nous certainement, dans ce travers ?
Alors oui, la question me fait sourire parce que c'est complètement ça. Et ce serait mentir que de vous dire que je ne suis pas atteinte moi-même par ce syndrome-là. La preuve, je suis très scolaire, je suis venue avec mes petites fiches Mais nous aujourd'hui. aussi. Voilà. Mais je l'ai fait un peu comme si je passais un examen oral déterminant pour mon avenir. Non, mais vous êtes admise. Hein. Ah, ça va? tout à fait. Ok, bon, bah, très bien. Avant, j'étais au téléphone avec ma sœur en disant mais je vais rien dire d'intéressant, ça va être nul, je vais tout préparer, mais je réussirai pas à délivrer mes messages. Bref, cela dit, je dois reconnaître que j'ai fait quand même un bout de chemin pour atténuer ce syndrome-là et ça fait du bien. Parce que le perfectionnisme, ou alors cette quête de perfectionnisme, elle se fait très souvent aux dépens de sa famille, aux dépens accessoirement de sa santé mentale, hein, qui est quand même un vrai sujet. Et on croit que c'est une qualité, mais en réalité, ça a des effets pervers. C'est plutôt même un piège. Et pour moi, ça allait vraiment de pair avec ce besoin, cet extrême besoin de tout contrôler tout le temps et dans tous les pans de ma vie. Et c'est pervers parce que ce perfectionnisme nous détourne finalement de l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'était le plaisir et la passion que je mettais dans les choses que j'entreprenais et qui a pu être à des moments étouffée. Mais comment vous avez fait ce passage, justement Je me suis fait accompagner, j'ai beaucoup lu, j'étais en admiration devant ces femmes qui entreprenaient mille et une choses et finalement j'ai compris que là était le piège et surtout quand j'ai vu qu'il y avait un attentisme incroyable de la part de mes clients, on va pas se mentir, plus on donne, plus on attend, plus on s'habitue à ce que vous donniez beaucoup. Et c'est très, très, très démesuré. On crée une attente démesurée, on finit par s'épuiser. Donc, c'est là qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Et je pense que comme beaucoup de femmes, et moi, ça a été mon cas, j'ai tiré la sonnette d'alarme quand mon corps m'en a plus laissé le choix. Ah oui. Ça a été jusque-là. Oui, ça a été jusque-là. Des burn-out, fatigue extrême. Et puis finalement, le plaisir et la passion qui s'essouffle, c'est un vrai sujet pour moi. Parce et que c'est un signe de burn-out d'ailleurs. Quand on ne trouve plus aucun plaisir dans rien, c'est là où il faut s'inquiéter. Absolument, absolument. Et ça vaut pour tous les pans de la vie. Je veux dire, à la maison, aujourd'hui, avec mon mari, on est à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. On mange beaucoup plus de pâte au beurre, beaucoup moins de fait maison et on se porte beaucoup mieux. On passe des moments beaucoup plus détendus en famille et tout va bien. Ah moi, j'ai une phrase pour vous et votre mari. Peut-être que vous allez l'adopter. Avec mon mari, nous on dit, avant on avait des principes, maintenant on a des enfants. Exactement. J'adore. C'est totalement ça. Alors, parlez-nous un peu, vous parliez justement de votre admiration pour les personnes qui lancent plein de choses, mais on est assez admiratifs, nous, ici, de ce collectif que vous avez lancé, à juste titre. Donc, on peut suivre sur Instagram. Enfin, moi, je suis sur Instagram, en tout cas, agité. Lise, vous ne nous suivez pas. Oui, mais je vais vous suivre. Je vais vous suivre. Non, parce que c'est passionnant. Je vais vous suivre, je m'y engage en public. Voilà. Ça va. Alors, pourquoi l'avoir créé et quel est votre travail, en fait, au sein de ce collectif ? Alors, le collectif, à juste titre, il est né d'un constat et d'une frustration. Je pense que vous partagez également. Depuis le 7 octobre, on a toutes et tous vu passer dans les médias des articles qui nous ont paru extrêmement orientés. Oui. Ça peut être avec des formulations problématiques, des omissions, un choix de mots qui minimise ou qui va relativiser notamment les atrocités commises par le Hamas. Et c'est ce qu'on appelle un biais médiatique. En fait, c'est une manière de raconter, de présenter l'information qui va influencer l'opinion publique. C'est une façon de raconter une histoire sous un angle qui n'est absolument pas neutre. Le problème, c'est que ce phénomène-là n'est pas sans conséquences. D'ailleurs, ces conséquences, elles sont aujourd'hui établies. Je vais citer ici la dernière radiographie de l'AJC, l'American Jewish Committee. On voit qu'il y a une constante qui est dramatique. Dès que la presse écrit en masse sur un événement antisémite grave ou sur une actualité majeure liée à la guerre, on assiste à quoi ? De manière systématique, à une recrudescence des actes antisémites. Et c'est non seulement extrêmement grave... On obtient le contraire, quoi. C'est-à-dire la réaction inverse comme après le 7 octobre. Absolument. Et donc, c'est non seulement extrêmement grave pour la sécurité des Juifs,
partout dans le monde d'ailleurs, Oui. mais ça nous dit surtout quelque chose sur la responsabilité qu'ont les journalistes dans la manière de faire leur travail. Donc c'est pour ça qu'on agit au sein du collectif et qu'on s'est mis en ordre de marche en juillet dernier, donc on est tout petit. Oui. Et aujourd'hui au sein du collectif, je suis évidemment pas toute seule, donc je passe le bonjour aux 42 attachés de presse. Ah oui. Oui, on est 42 attachés de presse, experts en communication, en Et comment analyse. vous êtes recrutés, en fait, autour de cette thématique? Par le réseau. Par le réseau. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas que des juifs. Ça, c'est Eh très ben, bien. Ça, Déjà, c'est- il y a Diane c'est bien. Richard qu'on avait reçue Absolument. ici sur Radio J, qui Oui, fait partie du exact. collectif à juste titre. Oui, qui est un membre très actif Oui. du collectif et c'est vraiment super Alors, ce serait mentir que de vous dire qu'il n'y a pas une majorité de juifs, mais quand même, on a des personnes que. très... Voilà, pas que. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et ça, c'est important de le dire parce qu'on agit très, très, très concrètement. On passe au crible déjà l'actualité liée à l'antisémitisme pour s'assurer que les médias vont bien couvrir ces sujets-là. On repère aussi les biais médiatiques et on les dénonce. Pour vous donner une fourchette, ces 6 derniers mois, on a dû en dénoncer entre 250 et 300, ce qui est énorme. Et quand on repère des biais, on agit, on interpelle les journalistes et les rédactions dans l'objectif, par exemple, d'obtenir des correctifs. Et on essaye de le faire, je dis bien on essaye, avec beaucoup de pédagogie. Parfois, c'est un peu difficile, je dois le reconnaître. Et c'est ce qu'on a fait récemment, pour vous donner des exemples, avec BFM, 20 minutes, France Info, lorsqu'ils ont osé parler des otages palestiniens et donc qu'ils ont fini par supprimer ce terme et... très modestement, on y est un peu pour quelque chose. En tout cas, on a activé notre réseau et on leur a dit, excusez-nous, mais il y a un petit problème. On a été très bien reçus. Alors, très souvent, c'est la faute de l'autre. Oui, bien sûr. On va pas se mentir. Mais ça, c'est quand même très important parce que action, résultat. On voit directement le résultat. Donc ça, c'est chouette, même si on aimerait ne pas avoir à faire ce travail. Est-ce que vous avez l'impression que vos efforts de pédagogie, au-delà du titre ou de la formulation qui va être supprimée ou de la rétractation, est-ce que ça fait son chemin dans la tête des journalistes, cette pédagogie-là ? Je trouve que ça commence à faire son chemin. Preuve en est, j'ai pas mal d'échanges avec des journalistes, même des médias qui peuvent nous faire un petit peu peur dans ce qu'ils écrivent en ce moment. Et on est de plus en plus dans le dialogue. Ils m'expliquent un peu leurs contraintes éditoriales, leurs lignes éditoriales, parce que tous les médias sont biaisés, hein, on ne va pas se raconter d'histoire, mais on est davantage dans l'échange. Et moi, je crois beaucoup là-dedans pour faire avancer les mentalités. On n'est pas là pour être la police des journalistes, absolument pas. Là où ça fait... Vous êtes là pour rétablir, en fait, une certaine forme de vérité, selon vous? Oui. On se bat surtout pour les mots justes. Là où on peut intervenir, je dirais, c'est surtout à la racine. On sensibilise dans les écoles de journalisme. Et c'est là où il faut être. Ça, c'est très important. Mais oui. Et on le fait en donnant des clés et des bonnes pratiques. Par exemple, on leur dit, s'il vous plaît, essayez d'agir quand vous écrivez sur ces sujets-là, avec prudence lorsque vous citez des sources. Essayez de cultiver la nuance. Essayez de respecter une pluralité des points de vue. Rappelez, parce que c'est essentiel dans vos papiers, que l'antisémitisme est un délit. Et livrez-vous à l'exercice de contradiction. Mais plus encore, et c'est essentiel pour ne pas que l'histoire se répète, vous savez que près de la moitié des jeunes ne connaissent pas la Shoah. Je ne sais pas si vous avez eu cette info récente. Bien sûr qu'on l'a eu. Et je demande aux journalistes et aux futurs journalistes de ne rien lâcher sur le devoir de mémoire. Et je leur rappelle leur responsabilité et leur rôle. C'est d'être des passeurs aussi. Mais alors... Justement, vous leur demandez de citer leurs sources, mais si vous avez affaire à des journalistes qui vous disent « moi, mes sources, ce sont les chiffres du Hamas ». Oui, absolument. Ce sont des sources aussi, qu'on le veuille ou pas, malheureusement. Ce sont des sources. Et alors, il vaut mieux mettre une source que pas de source du tout quand on est journaliste. D'accord. Ça, c'est un principe journalistique, qu'on le veuille ou non. En revanche, ce que je leur dis, c'est regardez ce que fait le Parisien, qui franchement est objectif. Et franchement très objectif et très très bien. Il dit systématiquement, quand ils reprennent des dépêches AFP où les sources du Hamas sont citées, la rédaction n'a pas été en mesure
de vérifier les chiffres fournis par l'AFP. Et donc, c'est des pratiques toutes bêtes, toutes simples, mais qui vont quand même atténuer... Qui remettent les choses au point. Oui. C'est important. J'aimerais profiter des quelques minutes qui nous restent, parce que cette émission, elle porte sur l'émancipation des femmes et je ne voudrais pas qu'on passe à côté de ce sujet-là. Quelle analyse vous portez sur la couverture médiatique des atteintes aux femmes israéliennes depuis le 7 octobre ? Alors, pour moi, c'est un peu un scandale journalistique. On a constaté au sein du collectif que d'une part, il aura fallu attendre fin octobre avec la fameuse projection de Tzahal sur les horreurs du 7 octobre pour que les journalistes commencent un peu à se bouger. Et plus encore, février 2024, pour qu'une place un peu plus importante soit accordée à ce sujet également. Pourquoi ? Parce que ça correspond au moment où l'association des centres d'aide aux victimes de viols en Israël a révélé son rapport sur les violences sexuelles du 7 octobre. Et on est face à beaucoup de paradoxes. Déjà, vous connaissez cette phrase « No Jews, no news ». Sous-entendu, si ça ne parle pas des Juifs, les médias s'en fichent. Mais là, on est face à un autre paradoxe. On a les images, c'est documenté, on sait ce qui est arrivé à ces femmes et pourtant les médias s'en sont pas emparés en masse. Et l'autre paradoxe, c'est le mouvement MeToo qui a bouleversé les médias. Et pourtant, on est dans une autre dynamique aujourd'hui, c'est le MeToo unless you're a Jew, MeToo sauf si tu es juive. Et donc ça, on le dénonce fortement, cette hypocrisie, et on ne laissera pas les journalistes devenir les idiots utiles du Hamas. C'est une belle phrase de conclusion, Maya. J'aurais pas dit mieux. Oui, on ne peut être que d'accord. Alors, Maya Termination, merci beaucoup d'avoir invité pour nous Leslie Valency. Et Leslie, donc, vous êtes la lettre A, J et T. Et on vous retrouve sur les réseaux. Sur les réseaux. Voilà, et on n'hésite pas à vous contacter si besoin est. Bravo pour ce que vous faites et quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci, au revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup.